This inquiry began with a deceptively simple question. How does it happen that serious people continue to believe in progress in the face of massive evidence that might have been expected to refute the idea of progress once and for all? Historically, the idea of progress, which I claim originated in the 18th century, specifically in 18th century political economy, which ties the increase in human wants and tastes to increasing productivity and increasing consumption, and an attempt to sustain our present way of life in the face of those tremendous difficulties can only result in disaster, I think. En février 1994, quelque part dans l'État de New York, un homme est en train de vivre ses toutes dernières heures. Cet homme, c'est Christopher Lasch, l'un des historiens et sociologues critiques les plus anticonformistes de son siècle. Et là, il se sait condamné par une leucémie foudroyante. Les médecins sont formels, il lui reste moins de 10 jours à vivre. C'est dans cette urgence absolue, dans ces circonstances complètement extrêmes, qu'il va jeter ses dernières forces dans un ultime projet, l'écriture de son livre testament. Ce texte, achevé dans le souffle de la mort, s'intitule « La révolte des élites et la trahison de la démocratie ». Et dès les premières pages, Lasch inocule un véritable poison, ou plutôt un antidote philosophique, un truc qui va pulvériser tout ce que le catéchisme moralisateur de nos élites contemporaines ont pu produire jusqu'alors. Il fut un temps où ce qui était supposé menacer l'ordre social et les traditions civilisatrices de la culture occidentale, c'était la révolte des masses. De nos jours, cependant, il semble bien que la principale menace provienne non des masses, mais de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Pour bien mesurer le choc de cette phrase, il faut comprendre à qui Christopher Lasch s'attaque directement sur son lit de mort. Il s'attaque à un géant, José Ortega y Gasset. En 1929, ce philosophe espagnol avait théorisé que la barbarie moderne naîtrait de l'avènement de ce qu'il appelait l'homme-masse. En gros, c'est l'individu moyen, inculte, qui exige tout de la société sans jamais rien donner en retour, un type gâté par les bienfaits de la civilisation et qui est prêt à piétiner toutes les institutions. Et c'est exactement le logiciel qu'utilisent encore aujourd'hui nos dirigeants lorsqu'ils fustigent les explosions populaires, des gilets jaunes aux contestations paysannes. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais Lasch, lui, regarde l'Occident et nous dit une chose très simple. Ortega y Gasset s'est planté de cible. Alors je vous vois venir, vous qui suivez la chaîne, vous savez à quel point on disserte régulièrement sur l'abrutissement des masses, le règne de l'individu roi, la culture du caprice immédiat et la régression post-adolescente généralisée par les écrans de la génération TikTok. Et vous pourriez légitimement vous dire, attends, t'es bien mignon, mais Lasch, il est complètement aveugle. L'homme masse déculturé, capricieux et violent, on le voit tous les jours, il est sous nos yeux. Ortega avait raison. Rassurez-vous, Lasch n'est pas un idéaliste naïf. L'erreur du spectateur de droite ou du bourgeois macroniste, c'est de voir cet homme masse analphabète et scotché sur son écran comme la cause du chaos, alors qu'en réalité, il n'est que le symptôme terminal produit par l'ingénierie des élites. Pour faire simple, si le peuple est devenu ainsi, c'est parce qu'il a été méthodiquement programmé pour l'être. Mais ça, on y reviendra en détail un peu plus tard. Pour Christopher Lasch, le verdict est absolument sans appel. Le véritable nihilisme, le sabotage méthodologique de l'espace public, le mépris des traditions civiques et la trahison pure et simple de l'idéal démocratique, tout ça, ça vient d'en haut. Le caractère profondément irréel et artificiel de notre vie politique ne vient pas des excès de la colère populaire, non. Il vient d'un décrochage radical par le sommet, de la conviction secrète de nos dirigeants que les vrais problèmes de la vie ordinaire sont devenus tout simplement insolubles. Les barbares ne sont pas à nos portes, ils sont aux commandes, complètement coupés du reste de la nation, barricadés derrière leur pouvoir économique et médiatique. Je précise que cette vidéo n'est pas un pamphlet populo-conspi, comme le disent les identitaires, sur le mode du tous pourri. Non, c'est l'autopsie d'un hold-up anthropologique. Et la question, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Comment ceux-là même qui ont été éduqués pour préserver la structure démocratique sont-ils devenus ses principaux destructeurs? Et pour le comprendre, on doit impérativement cesser de regarder la politique comme un simple affrontement entre la gauche et la droite. C'est un clivage que Christopher Lasch déclarait déjà totalement obsolète. Ce qu'il faut analyser à la place, c'est la métamorphose de nos dirigeants et la manière dont ils ont fait sécession pour devenir littéralement
une classe à part entière. Pour bien comprendre l'ampleur du hold-up anthropologique qu'on est en train de vivre en Big 2026, on doit obligatoirement faire un petit retour en arrière. Il faut faire ce qu'on appelle de l'archéologie du capitalisme. L'idée, c'est d'observer comment s'articulait à l'origine la relation entre ceux qui possèdent la richesse et le sol sur lequel ils prospèrent. Aujourd'hui, c'est devenu normal pour nous. On a complètement intégré l'idée que le riche est un être purement volatile. Une sorte d'entité abstraite capable de déplacer ses millions en un seul clic d'un paradis fiscal à un autre. Mais il faut savoir que pendant des siècles, la figure du dominant en Occident, c'était tout l'inverse. C'était celle du bourgeois sédentaire, quelqu'un de viscéralement attaché à son fief économique et géographique. Christopher Lasch nous rappelle d'ailleurs qu'au XIXe siècle, le modèle typique de la réussite, c'était une famille fortunée, installée depuis plusieurs générations dans un lieu bien précis, totalement immuable. Et dans des nations qui étaient alors en plein mouvement, la stabilité de ces dynasties industrielles venait assurer une forme de continuité civique assez inattendue. Alors attention, on va pas tomber dans l'angélisme. Non. Cette bourgeoisie de l'époque n'était ni tendre ni désintéressée. Elle était bien évidemment animée par une concurrence virulente et par un intérêt financier bien compris. Mais l'élément capital, le véritable verrou structurel de cette époque, c'est que le droit de propriété n'était pas du tout conçu comme quelque chose d'absolu ou d'inconditionnel. À l'époque, la fortune impliquait de dures obligations civiques. Christopher Lasch cite d'ailleurs ce propos de Horace Mann, un grand réformateur du 19e, qui disait en 1848 « Tous ont tiré des avantages de leurs ancêtres et, pour cette raison, tous sont engagés, comme par un serment, à transmettre ces avantages, et même dans un état amélioré, à la postérité. » En gros, pour les hommes de cette époque, il n'y avait qu'un être totalement isolé, solitaire et asocial qui pouvait souscrire à cette doctrine arrogante de la possession absolue sans aucune contrepartie pour la communauté. Prenez par exemple les grandes dynasties industrielles françaises, les fameux modèles Michelin ou les grands patrons du Nord. Que ce soit par paternalisme, par pure vanité ou simplement pour s'assurer que les ouvriers se barrent pas chez la concurrence, ces patrons étaient obligés de faire des choses concrètes. Ils devaient bâtir la cité ouvrière, financer les hôpitaux locaux ou encore créer des bibliothèques, des musées ou des parcs publics. Le riche, pour maintenir son statut et son rang, était forcé de s'impliquer dans la vie de ses prochains et de lier son propre destin à celui des générations à venir. Et c'est bien évidemment le moment de la vidéo où certains d'entre vous vont aller me faire chier. Non pas parce que je suis médium que je vous dis ça, mais parce que j'ai déjà eu cette conversation avec des amis lorsque je leur présentais cette vidéo il y a quelques jours et qui m'ont dit en substance « Oui, mais t'idéalises la bourgeoisie, t'es un bandeur de la bourgeoisie, voilà, nanani nanana, y a jamais eu, c'est n'importe quoi, le 19e siècle, c'était le travail des enfants, c'était les taudis ouvriers, pas les droits de vote et tout ça, les gens exploités. » Et si vous pensez ça, c'est que vous faites probablement une erreur qui est de déplacer ce que je dis sur le plan de la morale. À aucun moment Christopher Lasch, ou moi d'ailleurs, ne dit que l'ancienne bourgeoisie était vertueuse et que la nouvelle était mauvaise ou est mauvaise. On n'est pas dans une vidéo de Julien Rochdy. Ce qu'il dit, c'est que l'ancienne bourgeoisie était contrainte par sa situation historique et économique. L'industriel de Clermont-Ferrand, de Lille ou de Pittsburgh, il était très souvent un exploiteur paternaliste et brutal. Mais son destin restait lié à celui de son territoire. Si Clermont-Ferrand se pète la gueule, Michelin se pète la gueule. Si Clermont-Ferrand se vide de ses compétences, Michelin, il en prend aussi dans le cornet. La question n'est pas celle de la vertu morale des élites, mais celle de leur degré d'intégration dans une communauté politique. Une élite peut être égoïste tout en restant dépendante du sort de sa région et de son pays. Encore une fois, je ne parle pas de morale, je parle de conditions structurelles. Et le point central de Christopher Lasch, qui sera l'objet de la suite de la vidéo, mais que du coup je suis obligé de spoiler, c'est que la mondialisation, la financiarisation et la révolution informationnelle ont permis l'apparition d'une élite qui n'est plus du tout territorialement dépendante. Pour résumer, là où l'ancien industriel supportait davantage les conséquences de ses décisions, le dirigeant contemporain peut totalement externaliser ses coûts. Il peut délocaliser son usine beaucoup plus facilement, il peut habiter ailleurs, il peut scolariser ses gosses ailleurs, il peut placer son patrimoine ailleurs. Pour faire simple, il peut bien davantage qu'avant se soustraire aux conséquences de ses choix. Parce que la question centrale qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est la suivante.
Qu'arrive-t-il lorsque la nature même de la richesse se transforme? Qu'arrive-t-il lorsque l'élite découvre qu'elle peut s'enrichir, non plus en gérant des usines ancrées dans le sol, mais en s'affranchissant totalement de la matière? Au XXe siècle, ce vieil équilibre des fortunes locales s'est complètement pété la gueule. La faute à quoi? Au double effet de la mobilité du capital et de l'émergence d'un marché planétaire complètement dématérialisé. Et à partir de là, la réussite sociale s'est retrouvée viscéralement associée à une seule chose, la mobilité itinérante. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Pour faire simple, ceux qui font le choix de rester dans leurs pantoufles, ceux qui défendent encore l'ancrage local, les allégeances régionales ou pire nationales, abandonnent d'office toute occasion d'ascension sociale. Et c'est comme ça qu'on a assisté à la naissance d'une toute nouvelle catégorie de dirigeants, ceux que l'économiste Robert Reich appelait les analystes symboliques. Eux, ce sont plus du tout les propriétaires de murs de l'usine, hein. Non, ce sont les patrons des grands cabinets de conseil, les stratèges des fonds de pension mondiaux, les consultants de chez McKinsey ou les ingénieurs financiers. En gros, tous ceux qui manipulent à longueur de journée le sang et la vie de ce marché mondial, l'information et le capital hypermobile. C'est quoi cette nouvelle bourgeoisie? C'est qui? Alors c'est le modèle mondialisé qui a produit cette nouvelle bourgeoisie, c'est cette nouvelle France d'en haut, qui n'est pas seulement les riches, il y a les riches effectivement en haut, mais il y a aussi tous ceux finalement qui sont concentrés dans les grandes métropoles mondialisées, là où se trouve l'emploi, là où se trouvent les richesses, là où on a effectivement ces dernières années l'essentiel du PIB français qui est produit. Et cette nouvelle bourgeoisie-là, elle est effectivement aujourd'hui dans une logique finalement de laisser à l'écart tous les autres territoires. De ce que j'appelle la France périphérique. La France périphérique, celle des petites villes, des zones rurales, des villes moyennes. Et si on ajoute l'ensemble de ces territoires, on a 60% de la population. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'essentiel des catégories modestes, des ouvriers, des employés, des jeunes issus de ces catégories, des retraités issus de ces catégories, vivent dans cette France périphérique. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire, les catégories modestes ne vivent pas là où se crée l'emploi, là où se crée la richesse. Pour illustrer cette déconnexion technologique et sociale, Christopher Lasch isole une scène historique assez incroyable à l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, malheureusement, on est habitué. L'étonnement total de George Bush, senior, en 1992, découvrant pour la première fois un lecteur de code-barre à la caisse d'un supermarché. Cette image, qui est devenue légendaire, a révélé de manière spectaculaire au monde, en tout cas au monde occidental, le fossé immense qui s'est creusé entre les classes privilégiées et le reste de la nation. On est en face d'une élite technocratique qui ne sait même plus comment le peuple fait ses courses et qui ignore tous les gestes les plus élémentaires de la vie ordinaire. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris? Annuel 52. Non. Dites-moi. Non, annuel 50. Si c'était 52 € par an, ça ferait des heureux. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des globalement, ça dépend des tailles. Alors écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10 €, 1,30 €. Si vous allez chez Pierre Hermé, c'est 2,20 €. Chez Paul, c'est 1,50 €. Écoutez, je vous avoue que je vais pas en acheter très souvent parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Mais pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. 1,70 €. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que pour l'homo computans moderne, l'outil de travail s'est réduit à un simple écran d'ordinateur ou à un smartphone.
Le consultant ou le trader n'a plus du tout besoin de la communauté locale pour faire prospérer son business. Sa force, sa puissance dépendent précisément de son absence totale d'attache. Résultat, il vit en rébellion, oui, en rébellion ouverte contre ce qu'il imagine être l'Amérique du milieu, ou pour transposer le concept chez nous, la France périphérique. Pour cette nouvelle aristocratie des cerveaux, la province, le pays profond, c'est un territoire technologiquement arriéré, petit bourgeois dans ses goûts, politiquement réactionnaire, ennuyeux et ringard. Nous sommes dans une période extraordinaire. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. Et dans 30 ans, on est à peu près certain, au minimum, qu'il y en aura 1 milliard. Sans compter tous ceux qui vont bouger pour des raisons... Jacques Attali, il y a probablement aujourd'hui 3% de la population du monde qui est en mouvement. Mais ce que je dis, moi, peut-être ça peut paraître angélique, c'est que je pense que ce sont ces 3% qui, d'une certaine façon, détiennent une bonne partie de l'avenir de l'humanité. Les gens qui bougent. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais ce n'est pas le sujet de ce livre, c'est qu'un pays, c'est un hôtel. Ah bon ? C'est un endroit qui doit être capable d'accueillir les investissements, les chercheurs, les innovateurs, et ceux qui ont envie de travailler. Et ce n'est pas forcément des bacs plus 5, ça peut être des bacs moins 3 qui ont une énergie, une volonté. Et donc, tous les grands pays aujourd'hui, sauf le Japon et la Corée qui sont des cas particuliers, intéressants, qui vraiment refusent les étrangers. Tous les autres envoient des gens partout à travers le monde pour faire venir les talents. Lorsqu'un intellectuel organique des élites technocratiques françaises formule cette idée devenue célèbre qu'un pays n'est au fond qu'un hôtel, il ne commet pas du tout une maladresse de langage. En réalité, il exprime avec une franchise désarmante la vérité anthropologique profonde de sa classe sociale. Moi, je suis né du bon côté de la barrière socio-culturelle. Je fais partie de l'élite française. J'ai fait Sciences Po, comme la majorité des gens qui nous gouvernent. J'ai eu la chance de pouvoir jouir, moi, de cette société de solitude. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Et c'est bien ça le problème. Pour ces analystes symboliques, le patriotisme est devenu une relique médiévale, une simple superstition bonne pour les sédentaires incultes. Ils ne se sentent plus américains, français ou allemands. En fait, ils ne se sentent authentiquement chez eux qu'en transit. Leurs véritables frontières, ce sont celles des salons VIP, des aéroports, des hôtels de luxe, des festivals internationaux et des stations touristiques ultra protégées. Leur vision du monde est, au sens le plus strict du terme, celle d'un touriste. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans. Et c'est précisément sous cet angle qu'il va falloir maintenant qu'on analyse ensemble l'immense imposture de ce qu'ils appellent le multiculturalisme. Car nos élites adosseront toujours ce mot comme un brevet de supériorité morale, un bouclier pour fustiger le prétendu repli identitaire des classes populaires. Comme vous le savez, un Parisien sur 4 est, comme moi et comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, né à l'étranger. Le multiculturalisme fait la force de Paris, comme celle de Londres, de New York ou du Caire ou encore de Mexico. Mais Christopher Lage va décaper ce mensonge en profondeur. Parce que pour lui, ce multiculturalisme de façade n'est rien d'autre qu'un grand bazar universel, un buffet exotique super agréable, où les élites en transit viennent consommer de manière totalement indiscriminée des cuisines étrangères, des musiques du monde ou des coutumes un peu tribales. Le tout, bien évidemment, sans jamais s'engager sérieusement et surtout sans jamais, au grand jamais, assumer la moindre contrainte civique ou fiscale locale. En clair, l'analyste symbolique consomme les nations exactement comme on consomme les prestations d'un forfait hôtelier. Il choisit la fiscalité de Dubaï ou de Singapour, profite tranquillement de la protection des lois suisses et utilise en même temps les infrastructures de santé ou d'éducation françaises payées par les impôts de la classe moyenne sédentaire. Et si ça commence à tourner chocolat, c'est pas grave, on peut toujours rendre les clés de la chambre dès que la situation locale devient un peu inconfortable.
Pendant ce temps-là, les gens ordinaires de leur propre pays, ceux qui n'ont absolument pas les moyens de se nomadiser, sont abandonnés au dénuement complet des services publics, à la disparition des installations municipales et à la paupérisation de leur quartier. Et c'est vraiment la double peine pour l'homme ordinaire. Non seulement il subit la violence matérielle de la déconnexion des riches, mais en plus, il est systématiquement tourné en dérision par les médias officiels qu'il caricature comme une figure ringarde, inculte et complètement bloquée dans le passé. Gilets jaunes qui persistent, ils ne persistent dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme. Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui aiment la volonté? Non mais c'est vrai, non mais attendez. Non, alors, il y a un moment, quantitativement, quand on les écoute aujourd'hui... L'élite a réussi le chef-d'œuvre de la sécession parfaite. Elle s'est emparée du pouvoir et des flux financiers mondiaux tout en s'exemptant définitivement de la responsabilité de partager le destin des gouvernés. Mais du coup, une question se pose irrémédiablement à nous. Comment ces dirigeants ont fait pour maintenir une telle domination sans ressentir la moindre culpabilité? Comment ont-ils fait pour regarder cette population périphérique droit dans les yeux tout en détruisant ses conditions d'existence? Pour réussir ce tour de force, ils ont mis au point un outil de légitimation d'une perversité absolue. Un véritable mythe moderne, peut-être un des derniers qui nous reste d'ailleurs, capable de transformer l'injustice structurelle en une preuve incontestable de vertu morale. Jusqu'à présent, on a vu ensemble la manière dont cette nouvelle hyperclasse d'analyse symbolique, pour reprendre les propos de Robert Reich, s'est arrachée physiquement, géographiquement et fiscalement aux réalités tangibles des nations qu'elle gouverne. Mais un tel niveau de sécession, ça pose un problème de stabilité politique immédiat dans une société qui se prétend encore démocratique. Comment une minorité aussi visiblement hors sol peut-elle maintenir sa domination sur une majorité sédentaire sans que le système n'explose? En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait accepter l'inacceptable? Et c'est précisément à cet endroit du pouvoir que se déploie le grand chef-d'œuvre idéologique du néolibéralisme tardif, le mythe de la méritocratie. Tout se conquiert. Tout se mérite. Tout se mérite. Nous devons absolument réengager la nation tout entière dans cette culture du travail et du mérite. Pour comprendre comment ce piège anthropologique s'est refermé sur nos gueules, il faut rétablir une distinction essentielle que Christopher Lasch établit entre deux traditions historiques profondément divergentes. Deux conceptions du progrès que notre époque a fini par confondre. D'un côté, un ancien idéal démocratique visant à l'égalisation relative des conditions, et de l'autre, le culte moderne de la mobilité sociale ascendante. Car dans l'une de ces traditions les plus anciennes, celle que Tocqueville observait encore en Amérique, ou que Jefferson appelait la République des petits propriétaires, la démocratie ne reposait pas principalement sur l'ascension sociale, mais sur l'égalisation des conditions. L'objectif politique et moral, c'était que le maçon, l'artisan, le petit propriétaire terrien, l'agriculteur ou l'instituteur puissent mener une vie digne, respectée et prospère. Qu'ils aient un véritable pouvoir de décision au sein de leur communauté sans avoir besoin de changer de classe sociale ou de renier leur origine pour être considérés. La démocratie, dans sa définition la plus noble, c'était tout simplement la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la vie ordinaire. Et c'est là probablement où le fond de la classe va encore me faire chier en me disant « Oui, mais de quelle démocratie du 19e tu parles? Les ouvriers n'ont pas le droit de vote, les femmes non plus, et les enfants dans les mines, et les inégalités sont considérables, etc. » Ah mais c'est pas la question, Geneviève. Là non plus, je ne dis pas la société occidentale du 19e siècle était égalitaire. Je dis, il existait encore au 19e siècle une tradition démocratique qui pensait ainsi. Depuis au moins la fin du 19e siècle, on pourrait dire que nous ne sommes plus dans un système démocratique. On peut même se demander si la démocratie moderne a réellement été une véritable démocratie. Oui, par exemple, si l'on étudie l'émergence de la première démocratie moderne en Amérique, après la Révolution américaine, on constate qu'en réalité, les personnes qui l'ont fondée, comme Thomas Jefferson par exemple, ont très vite pris conscience du fait que le modèle de démocratie qu'ils avaient en tête ne fonctionnait pas. Car Jefferson savait qu'une véritable démocratie ne pouvait exister que lorsque la majorité des citoyens
étaient des petits agriculteurs indépendants, autosuffisants et propriétaires terriens. C'est ce qu'il disait, et il avait tout à fait raison à cet égard. Si la plupart des gens ne peuvent pas compter sur eux-mêmes ou sur leur environnement immédiat, qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux, il leur est impossible de voter pour un candidat dans un système démocratique en se basant sur leur propre jugement humain. Donc, pour Thomas Jefferson, il était clair que si la majorité du peuple n'est pas composée de petits propriétaires terriens autosuffisants, il n'y a aucun moyen d'établir véritablement une démocratie moderne. C'est donc une chose. Et puis, si vous regardez les analyses les plus sérieuses, celles de gens comme Aldous Huxley ou Walter Lippmann, par exemple, qui n'est pas vraiment un penseur anti-establishment, et Hannah Arendt non plus. Si vous regardez les gens qui ont analysé notre société ou Marcuse de manière sérieuse, alors vous verrez qu'ils concluent tous à peu près la même chose qu'Aldous Huxley. Il a dit ça en 53 ou 51 ou quelque chose comme cela. Nous nous dirigeons très vite vers un système totalitaire où un petit groupe d'oligarques, avec leur armée de manipulateurs d'esprit, détient presque tout le pouvoir. Mais au cours du XXe siècle, cet idéal d'équivalence a été subrepticement éclipsé au profit d'une ingénierie d'écrémage et de tri de masse. Comme le souligne Christopher Lasch, l'avènement de la mobilité sociale ascendante a agi comme un puissant solvant de la démocratie. Désormais, la perspective de la société n'est plus du tout l'égalité des conditions, mais simplement la promotion sélective des non-élites dans la classe professionnelle managériale. On a purement et simplement remplacé un idéal collectif, certes imparfait, certes très peu traduit sur le plan du concret, mais qui était quand même existant, par un mécanisme de sélection individuelle. Au lieu de se demander pourquoi l'ouvrier ne peut pas vivre dignement en restant ouvrier, on a fini par se demander comment permettre à quelques ouvriers de devenir cadres. Et bien évidemment, ça ne signifie à aucun moment qu'il faille empêcher un enfant d'ouvrier de devenir médecin ou ingénieur. Le problème n'est pas la mobilité sociale en elle-même. Le problème, il apparaît lorsqu'une société cesse d'améliorer la condition commune et considère désormais l'extraction de quelques individus méritants comme sa principale politique d'émancipation. La République, c'est quoi? C'est l'histoire du petit garçon qui n'a rien et qui peut devenir un président de la République, qui peut devenir un chef d'entreprise au nom du mérite. Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Essayez de bien comprendre la perversité du mécanisme. Le système ne cherche plus du tout à élever le niveau général du peuple, il ne cherche plus à embellir la vie ordinaire. Ce qu'il fait, c'est qu'il organise un grand concours permanent pour extraire du peuple ses éléments les plus brillants, les plus adaptables ou les plus conformes au code de l'hyperclasse, afin de les intégrer directement à l'appareil dirigeant. La méritocratie ne libère pas les classes populaires, elle les pille, elle les vide méthodiquement, génération après génération, de leur force vive, de leur esprit et de leur cadre naturel. Résultat, elle laisse la population sédentaire totalement exsangue, privée de voix, privée de relais intellectuels et condamnée à la relégation politique. Le problème n'est pas que des individus quittent leur milieu d'origine, le problème est qu'une société finit par considérer cette fuite comme la seule politique sociale valable. Et quand l'horizon proposé aux classes populaires n'est plus l'amélioration de leurs conditions collectives, mais seulement l'extraction de quelques individus, la mobilité sociale cesse d'être un complément de la démocratie et devient un substitut à celle-ci. Je crois à la cordée. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Pour bien comprendre la violence de ce hold-up, on peut le comparer au mécanisme de gestion des flux migratoires. Lorsqu'une nation occidentale aspire méthodiquement les ingénieurs, les informaticiens et les médecins de pays africains, c'est évidemment une chance individuelle pour l'immigré qui arrive en France. Mais c'est un drame absolu pour son pays d'origine qui se retrouve dépouillé de l'infrastructure intellectuelle indispensable pour se structurer et se défendre. La méritocratie moderne opère exactement de la même manière à l'intérieur des classes sociales et ce siphonnage permanent au sein du corps populaire nous donne enfin la clé d'explication du plus grand mystère politique de notre décennie, le destin des Gilets jaunes de 2018. Tout le monde se rappelle des Gilets jaunes, de ce mouvement de bascule vertigineux où le pouvoir macroniste s'est chié dessus au point d'envisager l'exfiltration en urgence du président en hélicoptère. Et pourtant, ce mouvement a fini par se heurter à un plafond de verre. Tous les éditorialistes de plateau ont asséné le même verdict condescendant. Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de leader, pas de représentant, pas d'intellectuel pour théoriser leur lutte.
L'exemple parfait de cette analyse nous a d'ailleurs été livré par Thomas Legrand dans une chronique de février 2019 dans l'émission 24 heures Pujadas. Alors l'émission a été malheureusement supprimée de TF1, c'est vraiment pas de bol, mais je vous en livre ici le verbatim. Il y a dans le mouvement des Gilets jaunes une incapacité à s'exprimer, une incapacité à hiérarchiser ses revendications, une incapacité à dire ce qu'ils veulent. Et quand on ne peut pas exprimer ce que l'on veut dire, on finit par taper. Les enfants, c'est comme ça. Je ne veux pas infantiliser les Gilets jaunes, mais nous-mêmes, quand on engueule nos enfants et qu'on en a marre, qu'on n'arrive plus à s'exprimer, on se met à donner une petite tape. Leurs propos sont absolument débiles, c'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leurs textes, sur ce qu'ils disent, et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu, c'est débile. Ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leurs phrases, et ça n'a aucun sens, c'est passablement conspirationniste, donc ils sont totalement critiquables, ils sont même méprisables. On devrait arrêter de les inviter, ceux-là, en tout cas, voilà. Enfin bon, après, ça reste Thomas Legrand, la gilet jaune, assistante sociale qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui est encore sur son rond-point, celle-là, il y a forcément une part de sympathie et c'est ces pourcentages de soutien qui vont vers elle. Mais sinon, d'un point de vue politique, c'est abject, ça devient abject. C'est violent et sans sens. Sauf que ces experts inversent totalement la cause et l'effet. L'absence de grands leaders d'opinion ou de théoriciens de rupture au sein des Gilets jaunes, c'était pas un caprice organisationnel ni une incapacité à produire des intellectuels basés. Non, c'était la conséquence clinique et terrifiante du tri méritocratique. En mai 68, la contestation ouvrière, elle était adossée à l'artillerie lourde de toute l'intelligence française de gauche. Sartre, Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida, toute la clique. Les Gilets jaunes, eux, ont été la toute première tentative de révolution de notre histoire survenue après que la méritocratie ait achevé son œuvre de pillage intégral. Le peuple périphérique s'est retrouvé seul sur les ronds-points. Et c'est pas parce que le peuple manquait d'intelligence ou de réflexion, c'est parce que le système l'avait méthodiquement privé de sa présence d'intellectuels dotés d'une véritable force de frappe médiatique et politique. Encore une fois, quand un Jean-Paul Sartre publiait un manifeste, la terre entière envoyait des journalistes pour décrypter sa pensée de rupture. Aujourd'hui, le monopole de la légitimité intellectuelle est si férocement gardé par les grands appareils scolaires et les médias de masse que toute tentative de théorisation populaire hors du cadre est immédiatement étouffée. Et si un intellectuel de terrain ou un chercheur hétérodoxe tente d'apporter des clés conceptuelles au peuple, il n'est pas contredit, il est psychiatrisé. Il suffit de quelques articles de Conspiracy Watch ou d'une vidéo d'Usul ou Itis pour nous expliquer que c'est des méchants complotistes, des fascistes et les clouer au pilori social. Je vais essayer de donner quelques exemples de ces travers. Commençons peut-être par le plus flagrant d'entre tous, qui est le mépris de classe des éditorialistes les plus en vue. Et pour illustrer ce mépris, on a préparé un petit florilège. Je commence par Brice Couturier, journaliste à France Culture, qui écrit, je cite, « Foutez-les tous en tôle, rétablissez l'ordre. Pour lui, les gilets jaunes, ce sont des factieux, des vandales, des fascistes qui croient que le pouvoir se prend dans la rue et non dans les urnes. » Thomas Legrand, journaliste à France Inter, considère quant à lui que les leaders des gilets jaunes sont des débiles, des incohérents, des abjects. Pour Xavier Gorce, dessinateur au Monde, les gilets jaunes sont des abrutis, des beaufs, des cons, des fachoploucs de droite antidémocratiques. Renaud Dely, journaliste à France Info, traite certains manifestants de vermine. On continue avec Jean Quatremer, journaliste à Libération, qui parle, je cite, de casseurs violents, anti-républicains, antisémites, racistes, homophobes, et qui parle de la France moisie. Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, évoque quant à elle une écurie de branquignoles. Le pouvoir a donc pu criminaliser et tourner en dérision le manque de clarté théorique du mouvement des ronds-points, alors qu'en réalité, il observait simplement le désert d'intellectuels légitimes qu'il avait lui-même méthodiquement planifié. Et ce processus de sélection chirurgicale ne se contente pas de désorganiser les classes populaires. En réalité, il produit une mutation psychologique complètement dévastatrice au sein même de la conscience des dominants. C'est ce que Christopher Lasch appelait la nouvelle aristocratie des cerveaux. Et pour bien mesurer toute la violence invisible de ce mécanisme, de cette notion, il faut encore une fois faire la comparaison historique avec les structures de pouvoir traditionnelles. Dans les sociétés d'héritage, qu'il s'agisse des aristocraties traditionnelles ou des premières bourgeoisies industrielles, la position sociale apparaissait largement comme le produit de facteurs extérieurs à l'individu. La naissance, la transmission, la propriété familiale ou tout simplement la continuité historique.
Cette structure de l'héritage rendait la domination socialement visible comme telle. Elle était perçue comme héritée avant d'être méritée. A l'inverse, les élites contemporaines issues des filières scolaires et des grandes institutions de sélection s'inscrivent dans un régime de justification radicalement différent, parce que leur position est validée par un dispositif soi-disant impersonnel, scolaire, universitaire et professionnel qui transforme la réussite individuelle en preuve objective de mérite. Prenons mon cas. Je suis fils d'un stit devenu prof de collège tous les deux et mon père devenu principal au cours de la carrière. Moi j'arrive, génération normale, fils de prof, évidemment je suis bon à l'école, évidemment je suis une machine à gagner la compétition scolaire. Donc moi j'ai été particulièrement aidé dans ma réussite scolaire. Enfin j'étais pratiquement programmé pour ça et j'ai réalisé mon programme. Alors après, j'ai constaté chez moi, je le constate encore maintenant, ce qu'on appelle une grosse capacité de travail. Alors là, on pourrait dire, tiens, mérite personnel quand même, parce que par rapport à ma sœur, par exemple, qui a un conditionnement égal, ne développait pas la même capacité de travail, notamment à l'école, ce qui fait qu'elle a eu un parcours scolaire plus difficile que le mien. Alors moi, j'ai quand même mon petit mérite personnel, parce que c'est pas conditionné, parce que moi quand même, j'ai bossé, quoi. Moi, c'est vrai que j'étais capable de bûcher 5 heures sur une révision de contrôle de maths, et quand même, j'ai sacrifié pas mal d'après-midi où j'aurais pu aller déconner avec mes copains, aller jouer au foot, ou aller jouer au flipper à l'époque, pour réviser des maths, du français, de l'histoire géo, des choses comme ça. Et donc là, quand même, le mérite revient, quoi. Oui, mais ce que j'interroge à ce moment-là, c'est d'où me vient cette capacité de travail? Et dois-je m'honorer de ma capacité de travail qui m'a été donnée par quoi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai une capacité de travail? Alors c'est là que le mérite devient un concept métaphysiquement creux. C'est-à-dire que là, on passe à un autre ordre d'analyse, si vous voulez. C'est que moi, la capacité de travail, je sais pas. D'ailleurs, je pense que la capacité de travail que j'avais était pavée de choses tout à fait discutables et obscures. J'étais premier de la classe, je voulais le rester. Je m'honorais de l'être. Je voulais un peu écraser la concurrence. Donc tout ça n'est pas très très joli. Et je pense qu'il y aurait autant de raisons pour la société de m'en blâmer que de m'en récompenser. Donc bon, décidément, on ne peut pas orchestrer ou décider ou découper le partage des richesses dans une société à partir de ce genre de concept. Ça n'est pas possible. La conséquence de ce déplacement n'est pas simplement sociale, elle est aussi symbolique. La domination tend à être perçue comme le résultat direct de qualités individuelles plutôt que comme le produit d'un héritage ou d'une structure. Parmi les cadres aujourd'hui en France, il n'y a aucun déni des inégalités. Ce sont les données du baromètre d'opinion de l'adresse. On a 80% des cadres qui vont considérer que les inégalités ont fortement augmenté au cours des dernières années et qu'elles vont continuer à le faire. Mais simplement, quand on regarde depuis 2000, le baromètre d'opinion de l'adresse c'est depuis 2000, et qu'on pose la question des causes de ces inégalités, tout a changé. Il y a 20 ans, les explications qui étaient mobilisées par 60% des cadres, du public comme du privé, c'était les inégalités sont dues au hasard de la naissance ou au hasard des circonstances. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est peu finalement, on a 60% des cadres qui vont considérer que ce sont des différences de mérite individuel. Et donc il y a eu indéniablement une progression des logiques individualisantes au détriment des discours qui auraient pu inscrire ces parcours individuels au sein de déterminations sociales ou politiques plus larges. Et dans ce cadre, la légitimité des élites devient beaucoup plus difficile à contester dans les termes ordinaires du débat démocratique, puisqu'il s'appuie sur des procédures de sélection réputées neutres et universelles. Nos dirigeants contemporains, nos fameux premiers de cordée, comme dirait Jupiter, sont intimement et sincèrement convaincus qu'ils ne doivent leur immense pouvoir économique et leur salaire à 7 chiffres qu'à une seule chose, leur force et leur propre cerveau, leur travail acharné et leur supériorité cognitive. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Le sens de l'effort, le mérite, le travail, ce sont des valeurs. Surtout le mérite, en tout cas. Vous considérez que ça n'est pas une vraie valeur? Je pense que la virulence avec laquelle il se défend d'être un héritier vaut aveu, bien sûr, du fait qu'il l'est. Simplement, il est un sociologue pas assez fin, Macron. C'est-à-dire qu'il pense que l'héritage, c'est simplement la transmission directe d'un patrimoine. Non, on sait bien, depuis Bourdieu et depuis tout un tas d'autres sociologues, et quiconque d'ailleurs observe la société s'en rendra compte aussi, qu'il y a des courroies d'héritage beaucoup plus subtiles. À ce titre-là, il est un héritier. Mais au sens où moi-même, j'étais un héritier, me retrouvant en l'étude, tout en étant fils d'enseignant. Alors après, il y a des niveaux d'héritage. Ça s'appelle un peu la méritocratie, non? Ça s'appelle de l'héritage précisément pas. Ce que je pense que la falsification première de la bourgeoisie, c'est de faire croire que l'ordre en place est légitimé par le travail, l'effort et le mérite. Au mépris et dans la dissimulation d'opérations qui n'ont rien à voir avec le mérite, qui sont précisément des opérations d'héritage. Et ce concept de nouvelle aristocratie des cerveaux, il est central, parce qu'il révèle quelque chose de nouveau. La méritocratie
est le tout premier système de domination de l'histoire humaine qui parvient totalement à supprimer la culpabilité des gagnants. Puisque l'élite estime avoir gagné, avoir mérité sa place de haut lieu dans la compétition des concours et des diplômes, elle s'estime purement et simplement libérée de toute dette civique. Elle a la certitude absolue de ne devoir son statut qu'à elle-même. Elle considère qu'elle ne doit rien à ses ancêtres et encore moins à la communauté nationale sédentaire. Une communauté qui, pourtant, a financé par l'impôt les écoles, les infrastructures, les transports et la stabilité sécuritaire qui a permis sa réussite. En clair, l'arrogance du titre universitaire a totalement remplacé l'arrogance du sang. Sauf qu'elle est infiniment plus perverse parce qu'elle se drape, cette fois-ci, dans les habits de la justice scientifique. Et la contrepartie la plus logique, mais aussi la plus terrible de cette idéologie du mérite individuel, c'est le verdict d'infériorité qu'elle vient jeter de facto sur tous ceux qui restent en bas. La logique est simple, si les gagnants de la mondialisation méritent pleinement leur triomphe, alors, par un effet de miroir implacable, les perdants de la périphérie méritent mathématiquement leur déchéance. Mais je suis pro-travail. Dans ce cas-là, on se prend en main, on ne se victimise pas, on arrête d'être toujours dans cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. C'est un manque d'ambition. Dans ce cas-là, on se bouge, on se remue et on prend un travail qui nous plaît. Non, parce que c'est pas forcément le fait de faire un travail qui ne plaît pas, c'est tout simplement de dire que le travail n'est plus le moteur de alors notre dans vie. ce cas-là, ça va être très simple. Ils vont se foutre à la campagne, ils vont créer leur potager, ils vont faire de la full autonomie, puis on ne demande rien à personne. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas venir pleurer. Moi, mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Et ça, c'est une évidence. Je pense que les gens ne font rien. Donc après, je vais encore me faire taper dessus parce que je dis que les gens sont des glandus. Dès lors, dans l'esprit de l'hyperclasse, la paupérisation des territoires, la fermeture des usines ou l'isolement géographique ne sont plus du tout perçus comme les résultats destructeurs de choix politiques ou d'une injustice structurelle, pas du tout. Pour eux, ce sont devenus des preuves factuelles, indiscutables d'un manque flagrant de réactivité, d'un manque de talent, d'une absence totale d'effort ou d'un gros déficit d'intelligence adaptative. Et c'est précisément par ce mécanisme que le mépris de classe le plus atroce et le plus décomplexé se trouve moralement et éthiquement légitimé en Occident. Et dans le monde de l'élite, ce monde situé nulle part ailleurs, c'est-à-dire complètement déconnecté de toute réalité géographique, l'homme ordinaire ne peut plus apparaître que sous une seule figure, celle moquée, grotesque et caricaturée du beauf, du déchien. Je me suis rendu compte que tout le système, en fait, avait qu'un seul bouc émissaire, une figure finalement unique du défouloir universel, comme je l'appelle, qui est effectivement celui qu'on appelle le beauf, le gueux, etc. Et en réalité, toutes les strates des élites, que ce soit les grandes institutions ou bien la sphère médiatico-politique, le monde culturel et plus largement d'ailleurs le monde de la bourgeoisie économique, tout le monde s'en prend à cette figure-là et on a l'impression qu'il n'y a pas de limite dans ce mépris de classe en fait. On cherche partout et on traque le racisme et toutes les phobies en tout genre et c'est peut-être une très bonne chose, mais cette phobie-là, la prolophobie, la détestation du plouc, on a l'impression qu'elle n'a pas de limite et elle peut se déverser sans... Quel est le portrait robot du prolo ? Alors le portrait robot du prolo, il y en a un en tout cas qui l'a inventé dans les années 70, c'est Cabu qui a inventé en fait le personnage du beauf. Donc c'est une bande dessinée qui après, ce titre-là est resté à postérité, est passé à postérité. Il s'est inspiré de son beau-frère en fait et il a fait un personnage caricatural et assez dégoûtant d'ailleurs parce que il est physiquement assez repoussant, il est assez en embonpoint, il fume, il paraît un peu sale aussi et surtout sa personnalité est assez répugnante puisqu'il est raciste, il est misogyne, il est irascible et en fait cette figure-là qui était peut-être la première fois qu'on l'identifiait, après elle a été déclinée par toute la sphère culturelle, le monde audiovisuel, tant dans les bandes dessinées, on a eu les Bidochons, que dans les séries télévisées, je pense notamment aux Deschiens. Les Deschiens sur Canal il y a des années effectivement, qui n'existent plus depuis. Et qui étaient diffusés tous les soirs, donc c'est quelque chose dans lequel on a quand même pas mal baigné, y compris moi la première. La méritocratie réalise ainsi un tour de force anthropologique totalement inouï. Elle permet aux dominants de détester, de pressuriser et de mépriser les dominés en toute bonne conscience, sous couvert d'un simple verdict scolaire ou d'une prétendue supériorité technique. Le conflit politique et social se retrouve neutralisé, totalement vidé de sa substance. Pourquoi ? Parce qu'on ne débat pas avec un citoyen ordinaire qu'on a préalablement décrété incompétent ou séditieux. À la place,
France, on confie tranquillement son destin à des comités d'experts, à des techniciens du comportement et à des gestionnaires du langage public. Une fois que l'aristocratie des cerveaux a méthodiquement dépouillé le peuple périphérique de ses cadres naturels et de sa légitimité politique, il lui reste un tout dernier chantier à mener pour parachever son œuvre de pacification sociale. Elle doit neutraliser le langage même du conflit. La logique est simple, hein. Si vous ne pouvez plus cacher la misère matérielle, la fermeture des services publics et le déclin industriel, vous devez modifier la définition même de la réalité. En gros, vous devez transformer la politique en une gigantesque cure de psychologie collective. Et c'est précisément ce que Christopher Lasch va cartographier sous le nom d'un nouveau concept clé qu'on va voir dans cette troisième partie, la transition de l'État démocratique vers ce qu'il appelle l'État thérapeute. Christopher Lasch observe avec une lucidité assez effrayante qu'aujourd'hui, quand la classe dominante parle de démocratie, elle ne fait plus du tout référence à la souveraineté du peuple, à la répartition réelle du pouvoir ou à l'autonomie des communautés locales. Non, pour ces technocrates mondialisés, la démocratie s'est réduite à une seule chose, la démocratisation de l'estime de soi. Tous les mots d'ordre qui saturent l'espace public contemporain, la diversité, la compassion, l'inclusivité, la lutte contre les stéréotypes, expriment en réalité un espoir indistinct et profondément hypocrite. L'espoir que l'on pourra surmonter les divisions économiques pourtant béantes à force de pure bonne volonté, de communication bienveillante et de discours totalement aseptisés. Je pense que pour résoudre les problèmes de notre pays, il faut travailler en collectif, prendre les idées de plusieurs personnes et pas se dire que tout seul, on a raison sur tout. Et donc moi, mais quand vous dites club de macho, quand vous dites club de macho, c'est quoi le sous-texte? C'est que le pays serait mieux dirigé s'il était dirigé par une femme? Non, le pays serait mieux dirigé s'il était dirigé en mixité. Simplement, en fait, la population française est composée de 50% de femmes, de 50% d'hommes, approximativement. Eh bien, lorsque l'on voit ceux qui prennent les décisions dans notre pays, eh bien, c'est quasiment 100% d'hommes. Eh bien ça ne va pas. Moi, je mène un combat d'égalité entre les hommes et les femmes. Regardez bien comment fonctionne cette ingénierie de la diversion. On demande désormais à la société de reconnaître le droit au respect des minorités ou des classes souffrantes, non pas en vertu de ce qu'elles accomplissent ou du pouvoir réel qu'on leur octroie, mais uniquement en vertu de ce qu'elles ont souffert dans le passé. L'élite s'imagine sincèrement qu'en prêtant attention avec compassion à ce que les dominés disent, elle va améliorer l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors, on traque les dérives langagières, on censure la moindre expression jugée offensive sur un campus ou sur un réseau social, et on s'auto-félicite en plateau de ce grand progrès moral dans de magnifiques sessions de branlettes collectives. Pour les familles garçons, la toupie Beyblade. Garçons et filles. Et filles aussi, hein, on va pas faire de choses. La pâte à modeler. Mais Christopher Lasch va briser ce consensus par une question brutale, une question extrêmement simple. Quel avantage concret les habitants des bas-fonds du Bronx, si on adapte chez nous les ouvriers licenciés d'une usine de province, retirent-ils de l'application stricte des codes de discours inclusifs sur les campus ultra-privés de l'élite? La réponse est simple, absolument aucun. Aucun, si ce n'est la certitude que pendant que l'élite nettoie le dictionnaire et rêve de parité pour se donner bonne conscience, les dures réalités matérielles de l'exploitation économique restent, elles, parfaitement inchangées. Si on demande l'égalité, il y a 40% d'hommes qui vont se éjecter. Plus tard, on la demandera. La question que ça cache, c'est que les femmes que ça va amener à l'Assemblée, ce seront les femmes et les filles des hommes qui étaient déjà. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura des bourgeois et des bourgeoises. Voilà. Ça n'amènera pas plus de pourcentage de gens du peuple. Il faut savoir qu'il y a 11 députés d'origine ouvrière sur plus de 570 et que Mme Roselyne Bachelot est fille et épouse d'hommes politiques de droite depuis des générations. Ma grand-mère savait ni lire ni écrire. Mais oui, bien sûr. Mes grands-parents alors de savoir si les salariés français sont exploités par un bourgeois ou par sa femme, ça ne change pas grand-chose à leur condition quotidienne. Et ce que je veux dire, c'est que la parité homme-femme cache une vraie parité qui est la parité riche-pauvre, la parité travailleur-rentier. En clair, le lexique thérapeutique sert d'anesthésion sociale. On ne répare plus du tout les services publics, mais à la place, on traque les incivilités sémantiques. Par exemple, au début, je disais les spectateurs et spectatrices. Ensuite, je me suis mis à dire les spectateurs.ris.s. Et finalement, je me suis dit, mais même avec les points, c'est un peu long, donc je vais juste écrire
spectateuris. Et du coup, je peux prononcer spectateuris. Et c'est précisément dans cette faille psychologique que vient se loger le grand paradoxe qu'on évoquait en début de vidéo, dans l'introduction. Le piège parfait pour le spectateur lucide ou le réactionnaire de bonne foi. Car quand on regarde notre époque, le premier réflexe, c'est d'observer un abrutissement généralisé. On voit l'avènement de l'individu roi, le caprice, le narcissisme exacerbé, la baisse drastique du niveau culturel, l'addiction aux réseaux sociaux, et logiquement, on a envie de se dire, d'accuser le peuple d'avoir sombré volontairement dans cette futilité consumériste. Qui était Napoléon Bonaparte? Yeah, c'est qui lui? Oh putain, je sais pas, moi je connais pas. C'est qui lui? Tu connais pas? C'est pas lui qui peint? Non. Mais c'est S'il a peint, il a fait quoi comme peinture? Je sais pas. Le truc là... Des arts? Non, je sais pas. Mona Lisa? Non, je sais pas c'est qui elle. Bah, c'est la peinture. Ah, bah c'est des arts? Oui, mais Napoléon Bonaparte, ça peut être qui à votre avis? Je sais pas. Vous avez aucune idée? Non. Est-ce que vous pensez que les gens ils ont la réponse dans les commentaires? Ouais. Ça pourrait être qui à votre avis? Bah je sais pas moi. Qui a peint la Joconde? La Joconde, c'est quoi ça? Comment il s'appelle? Allez. Napoléon? Non, justement. Ah, comment il s'appelle? Qui a peint la Joconde? Au musée du Louvre là? Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas. Vous savez pas le nom du... Non. En France, vous connaissez les villes un peu? Bah oui. 5 villes en France. Toulon, Cassis, Ciotat, Marseille. Et Paris. Ok. Il y a Lyon. Et Lyon. Mais Christopher Lasch, qui avait anticipé cette dérive dès les années 70, nous force à renverser complètement notre regard. Cet individu acculturé, instable et infantile, ce n'est pas le produit d'une émancipation populaire, c'est une pure création du marché. Car pour que le capitalisme financier avancé puisse tourner à plein régime, il devait impérativement détruire les anciens piliers de l'ordre bourgeois sédentaire. Il lui fallait liquider les 4 épines qu'il avait dans le pied. La famille traditionnelle enracinée, la morale du travail, l'épargne et les cultures populaires de la décence commune. Pourquoi ? Parce que toutes ces structures apprenaient à l'individu à faire précisément 3 choses. À résister, à se limiter et à s'organiser collectivement. Le système a donc favorisé une forme de sensibilité culturelle sur mesure, celle que Jean-Claude Michéa qualifie d'hédonisme libéral-libertaire. Une marchandise frelatée qui vient mettre un signe d'égalité parfait entre la liberté et la surconsommation pulsionnelle. Le slogan du libéralisme, et notamment de gauche, c'est mon corps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon temps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. C'est vrai dans certaines limites, parce que sinon on est dans un système totalitaire. Mais à partir de quel moment l'usage que je vais faire de mon corps, de mon temps, de mon argent va détruire la vie commune? Et l'exemple du dimanche, le libéral dit, mais moi je ne vous empêche pas de ne pas travailler le dimanche. Si vous voulez vous reposer le dimanche, c'est votre problème. Moi j'ai envie de travailler. En quoi ça vous regarde? Je ne gêne personne, je ne nuis à personne. Mais au fur et à mesure que dimanche devient manche-dit, et un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent. La vie sportive, familiale et associative devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre. Et on s'aperçoit au bout de quelques temps que toutes ces décisions présentées comme privées finissent par modifier la vie commune. Et on a parlé du travail le dimanche, mais je dis dans mon texte, essayez de vivre sans téléphone portable, sans ordinateur et sans voiture dans la société moderne. Le choix des autres, ah moi j'ai choisi d'avoir un portable, j'étais le premier à en avoir, j'en suis très fier, a fini par resculpter autrement la vie commune. Et vous, si vous n'avez pas fait ces choix, eh bien vous allez être confronté à des difficultés, des problèmes devenus presque insurmontables. Cette aliénation moderne est d'une perversité incroyable. Pour continuer à être un rouage docile dans le système, l'individu contemporain doit obligatoirement s'imaginer en permanence qu'il est dans la marge. Il doit se croire dans la transgression, dans la révolte permanente, dans la volupté épicurienne. Résultat, on lui vend la consommation de masse comme un acte de rébellion culturelle. Donc moi j'utilise la danse pour lutter.
c'est un acte de résistance d'entrer dans la lutte par la joie. C'est ce que Kluskar dénonçait de façon un peu réac, il est vrai, avec la culture rock, et que l'on peut aujourd'hui observer dans les tendances algorithmiques actuelles. Le jeune consommateur s'agite frénétiquement dans l'univers pourtant tyrannique et puritain de la consommation obligatoire, tout en étant convaincu de faire la révolution. En clair, l'élite a fabriqué cet homme masse capricieux pour une seule et unique raison, dissoudre toute conscience politique de classe. Sur mon idée fondamentale que désormais la gauche et le libéralisme tendent à fusionner, je vous recommande, je suis étonné qu'elle ne soit pas une 7e candidate aux primaires. Je viens de lire le dernier livre de Laurence Parisot, aidée de une professeure de philosophie, Rose Laprelle, qui s'appelle « Un piège bleu marine ». C'est franchement un peu à la gauche de Aubry. Là, on s'aperçoit que ce texte ne serait pas signé Laurence Parisot. Tous les courants, non seulement du PS, sauf Montebourg, et d'une partie de l'extrême gauche, auraient pu signer ce texte de Laurence Parisot. Là, j'ai une sorte de... Le livre est paru il y a quelques jours. Je remercie Laurence Parisot de l'avoir écrit, parce que c'est une sorte de confirmation absolue des thèses que je défends, puisqu'elle dit au fond que pour défendre le capitalisme, il faut mettre en avant les vrais problèmes. Et ces vrais problèmes, Debord les avait signalés dans une de ses dernières lettres, quand il disait « La machine qui code, le système du spectacle aujourd'hui, ne reconnaît plus que 3 crimes, l'antimodernisme, le racisme et l'homophobie. » Le prototype de l'homme économique traditionnel, celui qui se définissait par son ancrage professionnel et son autonomie civique, a définitivement cédé la place à ce que Christopher Lasch appelle « l'homme psychologique de notre temps ». Et cet homme psychologique, il faut bien comprendre que c'est un être profondément malade. L'état d'esprit qui correspond au monde de la consommation obligatoire, ce n'est pas du tout le bonheur ou la libération. En réalité, c'est un état d'insatisfaction chronique et d'anxiété permanente. Et dans ce monde-là, l'individu n'est plus du tout jugé par ses pairs ou par sa communauté locale. À la place, il se trouve observé, traqué et corrigé à chaque seconde. Et pas par des contremaîtres d'usine, non, il est fliqué par des experts en marketing, par des techniciens du sondage qui viennent lui dicter ses préférences, ou encore par des psychologues, des médecins ou des coachs en développement personnel. Tous ces gens qui l'examinent en permanence pour déceler chez lui le moindre symptôme d'anxiété qu'il faudrait soigner pour qu'il reste bien productif. Et c'est le moment de la vidéo où il va falloir qu'on parle d'école, car l'école moderne s'est parfaitement adaptée à cette dérive thérapeutique. Elle ne cherche plus à transmettre le savoir historique ou la rigueur de la controverse logique. C'est devenu une sorte de garderie géante dédiée à la gestion des traumatismes, à la valorisation de l'ego et à la rééducation des comportements jugés déviants par les experts du moment. Pourquoi fabriquer des crétins ? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent ça montait effectivement. Là actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... on ne va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie c'est terminé, on va leur faire 10 boulots différents, etc. Ils seront, comme on disait autrefois, taillables et corvéables à merci. Et en plus ils seront incultes, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimer l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Donc vous dites... mais c'est un calcul. Que ça fait partie d'un calcul, C'est un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez les pays qui actuellement
caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez, comme on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. C'est fini. Et c'est précisément ici que le piège rhétorique de la technologie va se refermer de façon assez satanique, j'ai envie de dire. Regardez l'enchaînement. Après avoir détruit l'école publique, après avoir inondé le cerveau des classes populaires de divertissements abrutissants et de flux numériques complètement narcissiques, après avoir produit cet homme psychologiquement instable, anxieux et incapable de rester concentré plus de 2 minutes, l'hyperclasse se retourne vers lui. Elle pointe du doigt ce monstre d'immaturité qu'elle a elle-même méthodiquement programmé et elle déclare tranquillement sur les plateaux de télévision « Mais regardez-les ! Regardez-les à quel point ils sont incultes, ils sont émotifs, ils sont instables. Regardez à quel point ils sont incapables de rationalité. Comment voulez-vous qu'on confie le destin de la nation à des gens aussi incompétents ?» Qui est le responsable de cette crise politique que nous vivons? C'est quand même le chef de l'État à l'arrivée. J'ai du mal à vous le faire dire. Ben c'est les gens qui ont voté pour les extrêmes. C'est pas Emmanuel Macron qui a voté. Vous renversez la situation. Ben oui. Non mais c'est pas Emmanuel Macron qui a voté pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je vais vous donner une parabole si vous voulez. Ah. Imaginez que je sois père de famille. Oui. Et puis que je dise à mon fils me dit je prends la voiture. Bon, très bien. Ok, tu prends la voiture, mais t'es responsable. Et que 20 km plus loin, il la met dans le décor. Il me dit t'avais qu'à pas me prêter la voiture. Mais pour que le hold-up anthropologique soit total, il reste un tout dernier bastion à abattre. L'élite doit s'assurer que le peuple ne disposera d'aucun espace pour reconstruire une parole collective autonome. Et surtout, aucun lieu pour mener une controverse démocratique digne de ce nom. En clair, elle doit organiser la mise à mort pure et simple du débat public. Alors comment s'assurer que le citoyen ordinaire ne disposera plus d'aucun espace légitime pour contester les décisions du sommet? Eh bien pour réussir ce sabordage, l'élite a construit une véritable prison intellectuelle, une prison dont les barreaux sont faits d'expertise et de données chiffrées. Et pour comprendre comment on a pu en arriver à cette confiscation technocratique, Christopher Lasch va nous replonger dans l'un des duels philosophiques les plus décisifs et pourtant les plus occultés du XXe siècle. Un affrontement qui a opposé dans les années 20 deux géants de la pensée américaine, le journaliste Walter Lippmann et le philosophe John Dewey. Walter Lippmann, qui est un des grands architectes du journalisme moderne, pose à l'époque un diagnostic d'un élitisme implacable. Selon lui, le concept même de démocratie directe, ou l'idée qu'un citoyen soit capable de comprendre tous les rouages de l'État, ce qu'il appelait lui-même le citoyen omnicompétent, tout ça est un anachronisme total dans une époque de spécialisation technique. Lippmann affirme sans détour, avec une subversion pseudo-revendiquée, que l'opinion publique, eh bien, c'est une petite chose fragile, c'est une masse informe façonnée par l'émotion, les préjugés et les illusions consolantes. Pour lui, le public capable de diriger intelligemment les affaires de la cité, eh bien, tout simplement, il n'existe pas. C'est un fantôme, c'est comme ça qu'il l'appelle. Un fantôme inventé par les démocrates sentimentaux. Dès lors, la conclusion de Lippmann est limpide. Il faut retirer les questions de substance des mains du peuple. Le politique ne doit jamais être une controverse populaire, elle doit devenir une science de la gestion. Les décisions de fond doivent être systématiquement déléguées à des comités d'experts, à des technocrates et à des scientifiques. Pourquoi? Parce que pour Lippmann, eh bien, tous ces experts, par leur accès au savoir quantitatif, sont naturellement immunisés contre les passions et les stéréotypes émotionnels qui agitent le commun des mortels. Quant au citoyen ordinaire, eh bien, il doit simplement se contenter de regarder les experts gouverner en se contentant de valider de temps en temps les règles du jeu par un grand débat démocratique sur BFM TV. En clair, la démocratie ne doit plus jamais être le gouvernement du peuple. Il doit être le gouvernement de l'expertise sur le peuple. The publication of Freud's works in America had an extraordinary effect on journalists and intellectuals in the 1920s. What fascinated and frightened them was the picture Freud painted of submerged, dangerous forces lurking just under the surface of modern society. Forces that could erupt easily to produce the frenzied mob which had the power to destroy even governments. It was this they believed had happened in Russia. To many, this meant that one of the guiding principles of mass democracy was wrong. The belief that human beings could be trusted to make decisions on a rational basis.
The leading political writer, Walter Lippmann, argued that if human beings were in reality driven by unconscious, irrational forces, then it was necessary to rethink democracy. What was needed was a new elite who could manage what he called the bewildered herd. This would be done through psychological techniques that would control the unconscious feelings of the masses. So here you have Walter Lippmann, probably the most influential political thinker in the United States, who is essentially saying that the basic mechanism of the mass mind is unreason, is irrationality, is animality. He believes that the mob in the street, which is how he sees ordinary people, are people who are driven not by their minds but by their spinal cords. The notion of kind of animal drives, unconscious instinctual drives lurking beneath the surface of civilization. And so they started looking towards psychological science as a way of understanding the mechanisms by which the popular mind works, specifically with the goal of figuring out how to understand how to apply those mechanisms to strategies for social control. Edward Bernays was fascinated by Lippmann's arguments and also saw a way to promote himself by using them. In the 1920s, he began to write a series of books which argued that he had developed the very techniques Lippmann was calling for. By stimulating people's inner desires and then sating them with consumer products, he was creating a new way to manage the irrational force of the masses. He called it the engineering of consent. Democracy, to my father, was a wonderful concept, but I don't think he felt that all those publics out there had reliable judgment, and that they very easily might vote for the wrong man or want the wrong thing, so that they had to be guided from above. It's enlightened despotism in a sense. You appeal to their desires and their unrecognized longings, that sort of thing. That you can tap into their deepest desires or their deepest fears and use that to your own purposes. And then, in 1928, a president came to power who agreed with Bernays. President Hoover was the first politician to articulate the idea that consumerism had become the central motor of American life. After his election, he told a group of advertisers and public relations men, "You have taken over the job of creating desire and have transformed people into constantly moving happiness machines. Machines which have become the key to economic progress." What was beginning to emerge in the 1920s was a new idea of how to run mass democracy. At its heart was the consuming self, which not only made the economy work, but was happy and docile, and so created a stable society. Both Bernays and Lippmann's concept of managing the masses takes the idea of democracy and it turns it into a palliative. It turns it into giving people some kind of feel-good medication that will respond to an immediate pain or an immediate yearning, but will not alter the objective circumstances one iota. I mean, democracy really, the idea of democracy at its heart was about changing the relations of power that had governed the world for so long. And Bernays' concept of democracy was one of maintaining the relations of power, even if it meant that one needed to sort of stimulate the psychological lives of the public. And in fact, in his mind, that was what was necessary. That if you can keep stimulating the irrational self, then leadership can basically go on doing what it wants to do. Et cette vision technocratique de Walter Lippmann a fini par triompher de manière absolue. Elle a littéralement façonné tout le développement du journalisme contemporain. Christopher Lasch montre que les grands médias ont progressivement adhéré à ce qu'il nomme l'idéal fallacieux d'objectivité.
Mais là encore, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'idéaliser naïvement les anciens journaux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il existait un âge d'or où la presse était là simplement pour informer le peuple sans jamais tenter de le manipuler ou de le corrompre. Non, la presse du passé était traversée par de la propagande, par des intérêts financiers. En réalité, la rupture fondamentale, elle est ailleurs. Elle se joue au niveau de la structure même du débat. Autrefois, la presse était ouvertement et explicitement partisane. Quand on ouvrait un journal, on savait exactement d'où, comme on dit à gauche, le journaliste parlait. S'il écrivait dans un canard socialiste, conservateur ou radical, ses biais ils étaient affichés directement sur la couve. Et c'était pas plus mal, parce que le journaliste devenait une arme d'argumentation, d'engueulade intellectuelle et de controverse logique. Et il existe toujours des médias partisans, c'est pas la question. Sauf que est apparu entre-temps, ce qu'on appelle le journalisme d'expertise, qui lui est beaucoup plus pervers. Car aujourd'hui, ces médias 2.0 se vantent tous d'une neutralité absolue et d'une description pure du réel, sans le moindre filtre partisan. N'est-ce pas, Rudi Reichstadt? Sauf que pour Christopher Lasch, c'est précisément le type exact d'informations qui tend non pas à promouvoir le débat, mais à y couper court, tout simplement. C'est vraiment l'hypocrisie technocratique par excellence. Le pouvoir ne vous dit plus « voici mon idéologie », il vous dit « ce n'est pas de ma faute, c'est le réel qui est comme ça ». Et comme vous vous en doutez, la meilleure incarnation contemporaine de cette dérive, c'est l'obsession industrielle pour le fact-checking et le journalisme de données. Sous prétexte de traquer les fausses informations qui déstabiliseraient notre démocratie, cette ingénierie médiatique a opéré un glissement idéologique d'une violence inouïe. Elle a tout simplement décrété que la politique n'était plus un affrontement entre des visions du monde divergentes ou des choix de civilisation. La politique est devenue tout simplement une histoire de vérification comptable. Premier point, fact-checking pour refermer cette première partie. On va retrouver Amélie Rosy qui est avec une partie de la rédaction de ici, il n'y a pas autre chose que fact-checking. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. On va vérifier les différents propos que vous avez pu tenir ce soir, si vous préférez, Monsieur Mélenchon. Amélie Rosy, nous vous écoutons. Monsieur Zemmour, vous dites qu'il y a en France, sur la sécurité, 1000 agressions par jour. Mais selon le ministère de l'Intérieur, les chiffres que nous nous sommes procurés, facilement atteignables, en 2020, le nombre de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus dépasse les 260 000 victimes. Ce chiffre, nous l'avons tout simplement divisé par 365, le nombre de jours dans l'année. Cela fait 700 victimes d'agression par jour et non pas 1000, comme vous l'avez dit. A few moments later. Monsieur Mélenchon, d'abord vous avez parlé d'énergie et notamment du luxe qu'était devenu l'électricité pour des Français qui pouvaient passer l'hiver dans le noir. Alors c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir puisqu'en France, la loi interdit aux fournisseurs d'énergie d'effectuer des coupures de courant durant la trêve hivernale. D'habitude, cette trêve hivernale, elle court du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante et elle a d'ailleurs été repoussée cette année jusqu'au 31 mai 2021. Donc pas de coupure d'énergie pendant la trêve hivernale, même si vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité. Jean-Luc Mélenchon. Rien. Rien. Je pense que les gens qui vivent les situations que j'ai connues vont être heureux d'apprendre que c'est pas ce qui leur arrive. De même, vous savez, c'est comme pour les coupures d'eau. Les coupures d'eau, c'est interdit. Alors, ils coupent pas l'eau. Vous avez juste une petite goutte qui tombe de temps à autre. Voilà comment ça se passe. Et on a fait condamner plusieurs fois des gens pour ça. Mais si vous me dites, madame, que les gens ne sont pas dans le noir et qu'ils peuvent se chauffer à l'électricité quand c'est à l'électricité qui chauffe, eh bien, je suis très content. Mais je crains que, hélas, ce ne soit pas vrai. Résultat, quand un citoyen exprime une souffrance face à la destruction de son mode de vie, le journaliste d'expertise ne lui répond plus par des arguments politiques. À la place, il lui oppose un graphique de l'INSEE, un tableau Excel ou une statistique sur la croissance. Le fact-checking agit alors comme une arme de sidération massive. Il travestit des choix idéologiques profonds en de pures vérités scientifiques et indiscutables. Dès lors, celui qui s'oppose à la décision de l'expert n'est plus un adversaire politique avec qui on débat. C'est soit un ignorant qui ne sait pas lire des statistiques, soit un séditieux qu'il faut exclure d'urgence de l'espace public. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le fact-checking a fait passer ce bloc technocratique managérial centriste pour l'expression soi-disant au nom de sa centralité de l'objectivité pure, je vous invite à voir cette excellente vidéo qu'on a sortie la semaine dernière, Comment fabriquer des complotistes. Vous avez peut-être déjà entendu vos grands-parents ou vos parents, je dis ça parce que c'est un peu une phrase d'ancien, mais vous savez dire on n'a jamais eu autant accès à l'information et on n'a jamais été aussi mal informé.
C'est pas totalement faux. En tout cas, toutes les enquêtes d'opinion et les études sociologiques rapportent exactement le même constat. La connaissance réelle des affaires publiques est en déclin constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est notoirement de plus en plus mal informé. Et quand on regarde l'ensemble de ces études, alors elles ont plein de sources différentes, ça peut être Sciences Po, l'Arcom, le Cevipof, Reuters, il y a même une étude du Parlement européen, il y a 2 stats extrêmement révélatrices qui ressortent. La première, c'est que 30 à 40% des Français pratiquent une forme d'évitement informationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'exception des très grands événements comme un attentat ou une manifestation de grande envergure ou des choses vraiment qui vont faire le tour de l'actualité, à l'exception de ces faits les plus importants, 30 à 40% des Français évitent volontairement de se tenir au courant de l'actualité. Et le deuxième chiffre, c'est que 70 à 80% des Français, ça va encore une fois dépendre de l'étude, vont observer une défiance politique globale. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que la quasi-totalité, voire la totalité des hommes et des femmes politiques sont incompétents. Évidemment, les éditorialistes et les technocrates voient dans ces chiffres la preuve définitive de la paresse intellectuelle des masses ou de la bêtise innée du peuple sédentaire. Mais Christopher Lasch va nous livrer encore une fois une autre explication qui coule sous le sens. Pourquoi est-ce que des gens qui ont été volontairement exclus du débat public pour motif d'incompétence s'intéresseraient à l'actualité et au débat public? Il n'y a aucune raison. Si vous savez que les décisions stratégiques de votre pays sont prises en coulisses par des comités d'experts immunisés contre le vote des citoyens, vous n'avez absolument plus aucun stimulant intellectuel pour faire l'effort de maîtriser un savoir complexe. En clair, l'incompétence populaire n'est pas la cause de la technocratie. Elle est le produit logique de la technocratie, couplé à un second phénomène, la fatigue informationnelle. Comme de nombreux Français, ces étudiants de 21 à 23 ans se sentent dépassés, voire désespérés par l'affluence des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? De l'anxiété tout court par rapport à toutes les horreurs qu'on peut voir, qui sont publiées tout le temps en permanence, et à toutes les nouvelles horreurs qui se passent aussi tous les jours. On a moins de distance, je pense, par rapport à ça. C'est vrai que ça fait une lassitude, à un moment on n'en peut plus, parce que ça fait trop. C'est à peu près sans fin, finalement, on peut pas y échapper, à moins de finalement s'en aller et de plus aller voir, quoi. Tous ont décidé de désactiver leurs notifications. Il n'y a plus que l'essentiel, mes amis proches et vraiment des rappels, et puis c'est vraiment tout, quoi. Une stratégie de retrait. Il est vrai que les informations négatives, les images en continu, ont un impact réel sur le cerveau. Médecin et chercheur en psychologie, le docteur Rapoport-Hupschmann a longtemps travaillé sur le stress et la santé. Quand on consomme des infos anxiogènes, on arrête de respirer, on a des tensions musculaires, on peut avoir des problèmes d'insomnie, des douleurs variées. Donc les répercussions sont très claires, et notamment pour les jeunes. Et à mesure qu'on se rapproche de la conclusion de cette vidéo, il y a vraiment un point essentiel sur lequel j'aimerais insister. Un point, quand on l'affirme, on est vraiment accusé de complotisme. Et pourtant, je vais vraiment l'affirmer parce que il faut que ça rentre dans la tête des gens. On ne peut pas dire qu'un pays dans lequel 80% des gens ne croient plus du tout aux politiques et dans lequel 30 à 40% d'entre eux ne s'informent plus de l'actualité est une démocratie. Ce n'est pas possible de l'affirmer. Et si, en tout cas, il m'apparaît évident qu'on n'est plus en démocratie, il y a une autre question que je me pose. Est-ce qu'on est encore en République ? Vu qu'on en est à la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais qu'on résume une dernière fois tous les points qu'on a abordés. On a vu comment une nouvelle classe dirigeante s'est physiquement et fiscalement arrachée au sol des nations. On a vu ensuite comment elle a utilisé le mythe de la méritocratie pour transformer cette injustice structurelle en brevet de supériorité intellectuelle. Ensuite, on a vu comment elle a remplacé la justice sociale par la rééducation thérapeutique du langage. Et on vient de voir comment est-ce que, elle a confisqué le débat politique sous le verrou de l'expertise factuelle et du matraquage informationnel anxiogène. Et si on fait l'addition de tout ça,
En tout cas, à mon sens, il y a un constat qui s'impose, un constat qui n'est jamais dit. Parce que vous trouverez toujours des gens pour dire qu'on n'est pas en démocratie ou pour en douter, mais des gens qui doutent qu'on soit en République, j'en ai pas vu. Et pourtant, nous n'avons pas du tout dépassé l'Ancien Régime. En réalité, nous l'avons simplement modernisé. Sous les dehors de la fluidité numérique et de la mondialisation technologique, le capitalisme tardif a scellé le retour d'une société tripartite, strictement analogue à la France d'avant 1789. Au sommet de la pyramide, je vais me faire traiter de complotiste, du triangle, du petit triangle, la nouvelle noblesse de cour, cette hyperclasse des analyses symboliques et des managers mondialisés, elle s'est octroyée, ou plutôt réoctroyée, le plus vieux privilège seigneurial de l'histoire humaine, l'exemption. L'exemption fiscale par l'optimisation internationale et l'exemption morale envers la nation périphérique. C'est une noblesse sans titre, sans honneur et sans courage, qui refuse de mener le moindre combat pour la communauté dont elle consomme pourtant toutes les infrastructures. Juste en dessous, pour verrouiller les consciences, on a le nouveau clergé technocratique, la caste des experts en communication, des comités de validation du langage, des ingénieurs du comportement et des prêtres du fact-checking. Tout comme le clergé médiéval, cette caste détient le monopole absolu du dogme et de la parole autorisée. Sauf qu'elle brandit plus la Bible, mais des graphiques comptables et des codes de discours inclusifs. C'est elle qui distribue les brevets de vertu morale, c'est elle qui gère l'état thérapeute et qui va excommunier socialement les opposants politiques en les marquant au fer rouge du complotisme, du populisme ou de la sédition. Et puis, tout en bas, le tiers-état périphérique, les classes laborieuses, les classes moyennes locales, les artisans, les fonctionnaires de terrain, les ouvriers assignés à résidence dont on parle depuis le début de cette vidéo, ce sont eux qui subissent de plein fouet la violence matérielle de la mondialisation, tout en payant plein pot les impôts que les nomades évitent tranquillement. Ils sont décrétés a priori incompétents par le clergé, méprisés pour leur manque de diplôme par la noblesse, et se retrouvent déchus de leur souveraineté politique, réduits à l'état de simples clients de l'hôtel mondialisé. C'est en février 1994 que s'achève la vie de Christopher Lasch. Il meurt d'une leucémie 10 jours après avoir posé le point final de son manuscrit. Il savait que ses jours étaient comptés, il connaissait parfaitement l'urgence de sa tâche. La révolte des élites et la trahison de la démocratie n'étaient pas un essai académique de plus, c'était une bouteille à la mer philosophique, un testament conceptuel légué aux générations futures avant que la chape de plomb technocratique ne se referme définitivement sur l'espace public. Il faut bien comprendre que Lasch n'écrivait pas pour sauver le système ou pour donner des conseils de gestion à l'hyperclasse. Il écrivait pour nous redonner les mots du combat. Et il a placé sa critique ultime sous le signe du populisme, au sens le plus noble et historique du terme, c'est-à-dire le combat radical pour la liberté et l'égalité mené au nom des vertus et de la civilité populaire. Alors regardons maintenant notre monde en cette année 2026. L'ancien régime que Christopher Lasch décrivait malgré lui en germe sur son lit de mort est désormais notre quotidien. Ces structures ont été numérisées, ces privilèges ont été algorithmés et son mépris s'étale chaque jour sur nos écrans. La trahison de nos élites est consommée. Ils ont rendu les clés de la Maison France pour en faire un simple espace de profit volatile. Et face à ce racket, la question n'est plus du tout de savoir si nos institutions libérales vont survivre. La question, c'est de savoir si on aura le courage de briser ce diagnostic d'incompétence qu'on nous inflige. La question, c'est de savoir si le tiers-état périphérique aura la force de redevenir un sujet politique, de reconquérir sa dignité et de rétablir une décence commune contre l'arrogance des cerveaux. Car comme le disait Christopher Lasch, la démocratie fonctionne au mieux quand les femmes et les hommes agissent par et pour eux-mêmes au lieu d'être dépendants de l'État. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle a pris très longtemps, elle a pris 2 semaines à écrire, à tourner, à monter. Je crois que c'est la vidéo la plus exhaustive et la plus travaillée de l'histoire de cette chaîne, mais ce n'est pas la dernière, puisque désormais on sortira des vidéos longues 3 fois par semaine sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout vraiment celle-là à la booster sur YouTube. C'est extrêmement important et surtout si vous voulez qu'on puisse continuer à faire un tel travail plusieurs fois par semaine, soutenez-moi sur Tipeee. Le lien est en description de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Merci d'avoir été là. Merci aux spectateurs, merci à la régie et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, à très vite.